L'enquête s'annonce difficile après la mort d'un policier hier soir à la Foire du Trône à Paris. Des témoins maintiennent qu'ils ont vu la victime pousser vers la nacelle qui l'a tué. Il est percuté de plein fouet. Le gardien de la paix, âgé de 31 ans et père d'une petite fille, meurt sur le coup. Un homme a été mis en garde à vue tout à l'heure après la disparition samedi soir d'une jeune femme de 23 ans. Sa voiture avait été retrouvée brûlée dimanche matin. Dans un centre commercial de Saint-Herblain. L'agression avait choqué tout le monde. Il y a 6 mois, ce soir, une reconstitution de l'incendie d'un bus marseillais par 8 adolescents. Elle se déroulera sans la principale victime, une étudiante de 26 ans, brûlée à plus de 60% et qui est toujours en rééducation. Un homme qui agressait des jeunes femmes dans le métro en leur jetant un liquide agissant comme de l'acide a été arrêté. Il portait sur lui un flacon de soude. La justice encore avec l'ouverture du procès, celui de Pierre Olfou. Il est accusé, vous le savez, d'avoir, quelques semaines après sa libération, enlevé, violé, séquestré une fillette et une adolescente et de les avoir tuées, ainsi qu'une autre femme, dans des conditions barbares. Le procès des 2 jeunes hommes accusés d'avoir lapidé Gofrane, 23 ans, dans les quartiers nord de Marseille. Autre type de délinquance, celle qui aux États-Unis touche notamment les chauffeurs de taxi de Las Vegas. La coïncidence peut troubler. New York a été frappé un 11 septembre, Madrid un 11 mars, Alger un 11 avril. Une attaque qui a bien sûr ravivé l'angoisse d'un retour aux années noires du terrorisme. Et à noter ce soir ce commentaire du ministre de l'Intérieur, François Baroin. Ces attentats confirment que la France est sous la menace d'actes terroristes, dit-il. Il rappelle que le plan Vigipirate se trouve toujours au niveau de vigilance 3 sur une échelle de 4. De la con. Salut à tous, ils étaient 12 candidats au départ et demain à 20h ils ne seront plus que 2. Nous ne parlons pas aujourd'hui de la nouvelle star mais de l'élection présidentielle avec 2 visages qui s'afficheront sur France 2 dès 18h50, celui d'Élise Lucet et celui de David Pujadas. Dans quel état d'esprit sont-ils à la veille de ce grand rendez-vous? Quelle sera leur réaction si les estimations sont dévoilées sur le net avant l'heure officielle fixée par le CSA à 20h? Réponse sur ce plateau. Également dans Plus Clair, l'un des couples les plus solides à la télévision. 20 ans de vie commune a décidé des grandes orientations de TF1. 20 années de décisions, de prise de risque, de choix parfois controversés. Patrick Lelay et Étienne Moujotte vont céder leur place après l'élection. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'homme clé des programmes de la Une, Étienne Moujotte. Toute la profession en parle. Les chaînes aussi se mettent au vert. Les programmes écolos séduisent de plus en plus de téléspectateurs. Quand la Zapette veut sauver la planète, c'est dans quelques instants. Mais d'abord, le top 5 d'Éric Dussard et son palmarès d'informations médias absolument essentiel. Top, c'est parti. Numéro 5, M6 va augmenter la dose de nouvelles stars. Et pas qu'un peu. Dès le 7 mai, émission quotidienne consacrée à la nouvelle star sur la case 19-20. Au programme, les coulisses de ce cru 2007, le phénomène nouvelle star à l'étranger et des infos sur la carrière des anciens candidats. C'est cruel, certes, mais c'est la règle. Il y en a quand même qui ont réussi comme Miss Dodo. Une telle star que maintenant elle a même, comme Madonna, sa ligne de vêtements. Sauf que la sienne, elle est beaucoup plus classe. La quotidienne de la nouvelle star qui sera présentée par Virginie Efira, la présentatrice du Prime. Oui, ce n'est plus Benjamin Castaldi. On dit ça pour Julien. Tu sais, Benjamin, c'est... Pardon. Non, c'est Virginie calme en apparence, mais elle lui aurait bien infligé l'insulte suprême. tu es un gros bâtard. Numéro 4, encore Virginie Efira, mais cette fois-ci pour sa série Off Prime. On n'y croyait plus, mais ça y est, M6 s'est enfin décidé à la passer. Premier épisode le 9 mai, juste après la nouvelle star, c'est-à-dire à 23h30. Un super horaire, quoi. Virginie a dû être enchantée quand elle a appris ça. J'ai trouvé ça mais complètement injuste. M6 promet néanmoins que la suite sera diffusée plus tôt. Pour cette série racontant la vie imaginaire de Virginie Efira hors antenne, de nombreux guests, pas mal de stars, et ma gloire. Super. Numéro 3, le nouveau look des audiences radio publié cette semaine. Pas de changement sur le podium. RTL reste première radio de France et gagne sur tous les critères. La totale. Numéro 2, Énergie suivi de France Inter. Europe 1 remonte la pente et gagne de très nombreux auditeurs. En revanche, le jaune n'a plus trop le vent en poupe. France Info nous fait même un remake de audience en légère baisse ces 3 derniers mois, mais surtout, elle plonge littéralement sur un an.
À l'inverse, décollage digne d'une fusée pour RMC, dont le patron Alain Veil doit être... Sa radio gagne 274 000 auditeurs en 3 mois et signe une très forte progression sur un an. Alors pour faire grimper encore plus sa radio d'info, un conseil, qu'ils embauchent Véronique Mounier, Madame Info Béton. Aujourd'hui, les hommes à cheveux longs comme vous ne représentent que 2 à 3% de la population. Numéro 2, Popstar, peut-être de retour à la télé, mais plus sur M6, sur TF1. D'après Le Monde, la chaîne serait en négociation pour créer à son tour une émission racontant l'histoire vraie d'un groupe musical. Enfin musical, on se comprend. Un groupe qui voudra sans doute adopter un look aussi fashion que celui des LSOC. Auquel cas, il faut qu'il se fasse habiller par le magazine de la santé. C'est le slip anti-P. Et si en interview les futurs popstars galèrent un peu, elles pourront toujours citer Saint-Michel. Caleçon qui gratte, morpion qui squatte. Numéro 1, 6 épisodes des experts cette semaine. On s'était dit... Ça devrait suffire. Eh bien non. TF1 augmentera encore la posologie en diffusant pas moins de 9 épisodes de la série dans la semaine du 5 au 11 mai. Il y en aura les samedis, mardis et mercredis soirs, mais rien le lundi. À part s'ils nous improvisent un épisode des experts avec les protagonistes de Confessions intimes. C'est pas bête ça. Dans le genre flippant, ce serait pas mal. Car par exemple, il y a eu un sacré crime lundi. Cette voiture assassinée. Des infos sur le conducteur ? On comprend pas, un homme a priori pourtant équilibré. Le tuning, c'est comme une drogue, il y aurait des patchs pour ça. Je pense je prendrais un patch pour le tuning. La campagne électorale arrive à son terme pour le premier tour. Aujourd'hui se pose une question concernant Internet, avec des résultats dévoilés éventuellement avant l'horaire légal. Quelles en seraient les conséquences ? Julien Dugast. En France, le vote, c'est sacré. On va pénétrer dans le bureau de vote, on va dans l'isoloir. Il y a un côté c'est presque une procession religieuse. C'est une espèce de rituel. Il y a un moment protégé, il y a un moment c'est presque un recueillement. Du coup, jeudi soir, tous les médias français ont reçu cette directive du CSA. Sur ces 2 pages de recommandations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel insiste sur l'interdiction de diffuser des indications sur l'issue du scrutin présidentiel. Interdiction aussi de renvoyer sur des sites proposant des résultats avant l'heure. Cette mise en garde est la conséquence directe d'un débat qui fait rage depuis quelques jours. Certains blogueurs ont annoncé qu'ils donneraient les résultats du premier tour avant 20h, quitte à contourner la loi. La loi française, elle n'interdit pas la recherche d'informations. L'internaute peut effectivement accéder à des sources à l'étranger, à des journaux belges, suisses, des radios, etc. Elle interdit la diffusion pour éviter cette amplification du phénomène. Mais enfin, ça devient un peu fou, quoi. On peut très bien attendre 1 heure. Je veux dire, il n'y a pas une vitalité absolue à diffuser ces informations. Mais pour certains, l'aberration, c'est de définir une zone Internet française alors que, précisément, le web est mondial. La toile, elle est internationale. Ça veut dire quoi ? On va contrôler la toile française. C'est le nuage de Tchernobyl qui revient ? Mais enfin, on est dans quel pays ? On est dans quelle démocratie ? On est dans quel système au juste ? Donc le système juridique, pour en venir au juridique, il est absolument plus adapté. Donc plus rien ne tient. Et il y a des précédents. En 1995, le site de France 3 avait annoncé la victoire du président élu au second tour une demi-heure avant l'heure officielle. En 1997, plusieurs sites de quotidiens avaient diffusé avant 20h des estimations sorties des urnes sans être inquiétés. En 1999, un hebdomadaire français avait contourné la loi en renvoyant les internautes vers un site hébergé aux États-Unis, bilan une condamnation légère. En 2002, les Guignols avaient eux aussi pris de l'avance, 15 minutes exactement. Une soirée durant laquelle vous en doutez, il y aura des surprises énormes. Aucune plainte, donc aucune amende. Ils seront à l'antenne ce dimanche à partir de 19h35. Ils ne réitéreront pas. Et oui, cette année, les contrevenants risquent 75 000 € d'amende. Finalement, la vraie question, c'est pourquoi peut-on connaître les résultats avant 20h ? Le problème, c'est qu'on clôt les bureaux de vote à 20h et qu'on révèle à 20h01 le résultat. Donc on est obligé de préparer l'information et donc elle circule en amont. C'est ça le problème. Certains de nos voisins européens n'ont pas ce genre de problème. En Italie, 15 jours avant le vote, toutes les estimations sont interdites. En même temps, là-bas, les instituts de sondage sont tout sauf sûrs. Conséquence directe, les résultats peuvent être diffusés à 20h, mais pour des chiffres fiables, il faut attendre 23h, voire plus. En Allemagne non plus, on n'a pas peur du net, on l'ignore autant que les sondages. En attendant les résultats divulgués à 20h, chaque journal réalise ses micro-trottoirs en sortie d'urne. De l'autre côté de l'Atlantique, en 2004, le net et ses rumeurs se sont invités dans la campagne. En 2004, on avait un bruit sur Internet monumental, comme quoi Kerry était en train de passer, qui était ressorti dans les médias. Sauf qu'il ne se passait rien en fait aux États-Unis. Tout ce bruit, cette rumeur énorme qui est beaucoup moussée par Internet est retombé très vite puisqu'en fait c'est Bush qui est sorti. Bref, dimanche pour des résultats certifiés, mieux vaut attendre 20h. Temps mort
pour les candidats depuis vendredi soir minuit. Aucune chaîne, aucune radio ne peut parler de leur programme. Une règle imposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour laisser à chacun le temps de se faire une opinion à la veille de l'échéance. Une échéance majeure pour nos deux invités qui, on peut vous l'annoncer, seront présents tous les deux au deuxième tour. Élise Lucet, David Pujadas, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Florence. De Plus Clair. Vous prendrez l'antenne demain, dimanche, à partir de 18h50 pour la soirée électorale. 6 heures de direct pour l'un et l'autre, c'est ça? Oui, 3 heures chacun. Non. Non, vous co-présentez cette soirée. On va se soutenir beaucoup, je crois. Oui. C'est énorme pour une jeune maman qui redémarre. Oui, c'est un peu énorme. Je dis en ce moment à toute la rédaction que j'ai pas fait de sport depuis 6 mois et je commence par les Jeux Olympiques. Voilà, c'est un peu ça. Cette campagne a été un marathon pour les politiques, pour les candidats. Ça l'a été également pour les journalistes. Comment l'avez-vous jugé, David, cette campagne électorale? C'était une belle campagne. Ouais. Je crois que là, il y a toujours des râleurs. Mais on est obligé de reconnaître que c'était une belle campagne. Il y a eu un vrai débat d'idées, une vraie confrontation de valeurs, de vrais clivages, et puis un intérêt. On a senti les gens passionnés par cette campagne. Ça fait du bien. La politique a retrouvé vraiment un intérêt auprès du grand public. On l'a vraiment senti. Il y avait de l'intensité. Vous trouvez que les journalistes ont pu travailler comme ils le souhaitaient? Globalement, oui, avec les contraintes du genre, et notamment dans les 15 derniers jours. On en parlera peut-être. Chronomètre en main tout le temps. Voilà, c'est un peu l'info chrono, pour reprendre une formule. Mais bien sûr, vous savez, si les journalistes n'ont pas travaillé comme il le fallait, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais ils pouvaient le faire, à part évidemment cette règle de l'égalité, mais qui est normale. Alors ces règles, effectivement, on va en parler. Est-ce que ce sont des règles qui vous semblent caduques aujourd'hui ou obsolètes? Non, c'est des règles infernales pour le journalisme, mais indispensables pour le civisme. Comment pourrait-on faire autrement? Il faut bien qu'il y ait un accès à peu près égal de tous les candidats aux grands médias. C'est normal. Que ferez-vous si, à 18h30, les résultats sont communiqués sur Internet? Est-ce que vous avez un plan B? Non, on respecte la loi. La loi, c'est qu'avant 20h, on ne dit strictement rien, on respecte la loi, on est content de la respecter en plus, je pense, franchement. Et puis, je crois aussi qu'un grand média comme France 2 n'apporte pas qu'une estimation à 20h. Un grand média comme France 2, un soir de présidentielle, apporte vraiment un décryptage, une validation aussi, parce que vous savez que sur Internet, vous pouvez trouver n'importe quoi. Balancer une estimation, c'est facile. Ouais. Simplement, validation à 20h. Anticipation, 18h30, on a une idée de est-ce que vous allez l'exploiter ou pas? Est-ce que vous en ferez part? Pas du tout. Non, c'est impossible. Mais j'allais dire, même, vous voyez bien ce qui se profile, c'est-à-dire que les sites Internet français qui vont donner les estimations seront poursuivis. Ils sont soumis à la loi française. Ils sont soumis à la loi française, et c'est normal. Internet devient un grand média. Il faut qu'il en accepte aussi les responsabilités. Donc tout ça est parfaitement normal. L'idée, c'est de délocaliser le siège. Oui, c'est ce qui a déjà été fait en 2002. Hein. Il y avait eu un grand hebdomadaire qui avait fait un lien sur un site belge à l'époque. Je pense que les poursuites, et même d'après ce que je sais, les amendes avaient été faibles. Je crois que ça ne sera pas le cas cette année. C'est-à-dire que si effectivement certains sites Internet publient ces estimations, je crois que les amendes seront quand même très très lourdes a priori. L'enjeu majeur à 20h pour vous consiste à donner l'estimation à la décimale près? À la décimale près, pas forcément. Il consiste d'abord à donner le bon ordre et à donner le chiffre le plus proche possible de la réalité. Mais si vous regardez les précédents sur France 2, en 2002, en 95, vous constaterez, c'est peut-être de la chance ou du talent, mais en tout cas, on était les plus proches de la réalité. Ah, c'est ce que m'a dit Patrick Poivre d'Arvor la semaine dernière. Eh bien, il a tort. Donc on va mettre les chiffres sur la table et on va voir. Non, je crois que c'est ça. Et puis c'est très important de regarder aussi ce soir-là quels sont les scores qui sont faits par les autres candidats. Parce qu'inévitablement et très rapidement, on va parler de report de voix. Et on va essayer de déterminer, bien sûr, qui sera le futur ou la future présidente de la République. Donc pour ça, il faut vraiment tout de suite étudier les reports de voix. Et on sera les seuls, et là Patrick Poivre d'Arvor ne pourra pas vous dire l'inverse, à présenter dès 22h30 une estimation du second tour, donc du duel du second tour, et du vainqueur éventuel du second tour. Là encore, cette estimation sur France 2 existe depuis 1988, et là encore, jusqu'alors, on ne s'est jamais trompé. Il y a une compétition qui s'engage entre les chaînes à ce moment-là? Plus que compétition, non? Mais compétition, c'est un joli terme. Concurrence, bien entendu. Alors, mais sur quoi? Quels sont les enjeux? D'abord, sur la précision de l'estimation, effectivement, ça c'est un vrai enjeu. Et ensuite, sur la faculté de faire vivre cette soirée. Et les invités? D'être au bon endroit au bon moment, d'avoir les bonnes réactions directes, d'avoir les caméras placées au bon endroit. Et puis, bien sûr, les invités et les débats, bien sûr. Parce que la campagne du premier tour s'achève à 20h pile et démarre ensuite ce soir-là. C'est la deuxième partie de la soirée, la campagne du deuxième tour. Au niveau des invités, est-ce qu'au
aujourd'hui, vous savez qui vous aurez sur votre plateau ou pas? À peu près. Ouais. Donc ça, il y a une concurrence entre les chaînes pour se piquer le bon invité? Alors, c'est qui le bon invité d'ailleurs? Justement, la particularité de ce scrutin de 2007, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'invité, le numéro 2, le plus proche du candidat que tout le monde voudrait avoir. Dans chaque camp, vous avez des profils assez différents. Donc j'allais dire, il y en a pour tout le monde. Que peut-on dire à partir du samedi 0h01 concernant la politique sur les chaînes de télévision? On peut être très factuel. Non mais rien. David, c'est vraiment sérieux ma question. On peut rien dire? On peut citer le nom des candidats? Non, mais parce que moi, je me suis posé la question moi-même en me disant, mais finalement, que peut-on dire puisqu'on est samedi midi? En fait, a priori... Si on cite Nicolas Sarkozy, si par exemple vous me dites Brice Hortefeux sera demain sur le plateau à 20h, est-ce que déjà c'est comptabilisé comme étant machin, etc. ou pas? Parce que c'est très compliqué cette gestion des règles du CSA. Très franchement, on découvre un peu. Comme nous, on fait la semaine. On s'arrête le vendredi et le week-end, on ne connaît pas la règle exacte. Voilà. Très bien. Parlons de l'avenir, c'est-à-dire de ce qui se passera dans 15 jours, deuxième tour de l'élection. Entre-temps, évidemment, on attend les débats, cette fois, le face-à-face entre les deux candidats. Y en aura-t-il? Comment cela va-t-il s'organiser? Il y a déjà un dispositif qui est prévu. A priori, il y aura un débat si les deux candidats l'acceptent. Il y aura un débat, mais il faut quand même dire que sur cette campagne, il y a eu un dispositif qui s'appelle « À vous de juger » avec Arlette Chabot, qui a fait de la vraie politique. Je ne veux pas dire que les citoyens face aux politiques c'était inintéressant, mais vous parlez j'ai une question à vous poser. Voilà, j'ai une question à vous poser. On a fait un autre choix. Il y avait aussi des citoyens, mais il y avait aussi de la politique. Je pense que c'était un bon dispositif. Il sera évidemment en œuvre entre les deux tours, donc mercredi et jeudi. Le débat, qui peut dire avec certitude qu'il aura lieu selon les candidats qui seront au second tour? C'est pas évident, c'est pas encore évident. A priori, on se dirige vers un schéma, mais à mon avis, restons encore prudents. Merci à tous les deux. Et Élise, est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir au 13h juste après l'élection? Oui, juste après le second tour, je reprends le 13h. Donc vous redémarrez le 7. Le 7. Voilà. D'accord. Donc je quitterai David à 1h du matin. Et je retrouverai l'équipe du 13h à 8h du matin. Et j'ai oublié de vous poser la question, évidemment, vous êtes candidat pour animer ce débat l'un et l'autre. Bien sûr. Oui, s'il a lieu, ce premier débat. Mais il y a beaucoup de monde qui peut l'animer. Oui. Élise Lucet, David Pujadas, merci d'être venus sur le plateau de Plus Clair. Vous avez certainement regardé cette semaine sur France 2 le magazine de Yann Arthus Bertrand, Vue du ciel. Et vous n'étiez pas les seuls. La vague verte gagne les programmes télé et ne font pas des pics de pollution, mais d'audience quand les chaînes partent en campagne avec des programmes écolos. Marie-Laurence Rincé. Il faut que tu respires. Preuve que la télé écolo a le vent en poupe, Yann Arthus Bertrand jouait les stars cette semaine au marché international des programmes télé à Cannes. Non, s'il vous plaît. C'est la Catherine Deneuve de l'environnement. Le photographe recevait mardi un Green Award décerné pour la première fois. Le même soir, France 2 diffusait en prime time le 3e volet de Vue du ciel consacré à la mer. Le sac plastique est une véritable plaie pour la mer. 1 seconde pour le fabriquer, 20 minutes pour l'utiliser et 400 ans pour se dégrader. Chaque année, il tue 1 million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins. 4,5 millions de téléspectateurs, un score en baisse par rapport aux 2 premiers épisodes, mais honorable pour ce type de programme qui intéresse de plus en plus les professionnels de la télé. Les 2 premiers volets de Vue du ciel ont été sur les 1300 documentaires présentés au MIP, parmi les films les plus regardés par les acheteurs étrangers. Signe sans doute que l'environnement effraie moins à la télé. Il faut reconnaître, pendant des années, on a eu un peu peur de ce thème. Il y a eu des tentatives, souvent qui étaient des échecs d'ailleurs, il faut bien le dire, le reconnaître en audience, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation. Oui. Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que les journalistes aujourd'hui y croient. Ça a complètement changé les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus ce scepticisme, ce cynisme que je trouvais toujours chez les journalistes dès qu'on parlait environnement. C'est vous dire qu'en laissant la forêt disparaître, l'on compromet ce grand réservoir d'espoir qu'elle constitue. Nicolas Hulot, qui a investi le créneau de la nature depuis 20 ans, n'est donc plus tout seul. En France comme à l'étranger, on surfe sur l'intérêt grandissant de l'opinion publique pour les questions d'environnement dans des formes et des styles très différents. C'est impossible de rester indifférent quand on voit la vitesse à laquelle se dégrade notre environnement. Aucune région du monde ne sera épargnée. Alors depuis quelques années, le tourisme se met lui aussi à l'écologie. À l'étranger, on en fait même de la télé-réalité. En Belgique, un programme flamand met une famille au défi de vivre pendant 1 semaine en consommant
également moitié moins d'énergie que d'habitude, avec en prime quelques challenges à la clé. Vous devez préparer un repas de 6 plats pour 100 personnes et le servir entre 13h et 15h. Ça, c'est costaud. Ça va bien se passer. On va devoir... je suis perdue, je ne sais plus quoi dire. Je pense que c'est très important pour nous, pour les producteurs de programmes populaires, pour les divertissements, la télé-réalité, les sitcoms, d'introduire des petites touches d'écologie dans ces programmes. Documentaires, télé-réalité ou programmes pédagogiques, comme ici sur Télé-Québec. Les conséquences de la voiture sur l'environnement et la santé se font sentir partout. Absolument. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, 47 des émissions de gaz à effet de serre à Montréal sont dues au transport. Les producteurs et les chaînes ont aussi senti que l'écologie pouvait être un bon investissement à long terme. Selon un rapport publié récemment, le marché de l'écologie représenterait 50 milliards d'euros dans le monde. La télé peut aisément prendre sa part du gâteau. Un nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand sera diffusé au début de l'été. France 2 a déjà signé pour 4 nouveaux numéros de Vue du ciel pour l'année prochaine et France 5 promet pour cet été une grille sous le signe de l'environnement. Bref, toutes les chaînes se mettent au vert. Julien Dugas, bonjour. Bonjour. On se retrouve pour de nouvelles indiscrétions et on débute tout de suite avec TF1. J'ai une question à vous poser, s'exporte encore. Oui, Patrick Poivre d'Arvor vous en parlait ici même la semaine dernière. J'ai une question à vous poser, a déjà été adaptée en Espagne, d'ailleurs après Zapatero. C'est le numéro 1 du Parti populaire espagnol qui se prêtera à l'exercice. Alors l'Espagne, on le savait, les États-Unis s'intéressent aussi au format, ça on le savait, l'Italie aussi. Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'Allemagne et l'Argentine ont aussi approché de TF1. L'Argentine qui voudrait mettre en place une version, j'ai une question à vous poser, pour les municipales avant l'été à Buenos Aires et pourquoi pas pour les présidentielles en octobre 2007. Le buzz cette semaine vient de Cannes. Oui, cette semaine à Cannes, les professionnels avaient rendez-vous au MIP, le marché international des programmes, l'endroit pour capter les nouvelles tendances en matière d'audiovisuel. On en a retenu 2 pour vous. Un programme qui vient des États-Unis, évidemment, ça s'appelle Pirate Master. C'est à mi-chemin entre Pékin Express et Koh-Lanta. Ça s'inspire du Pirate des Caraïbes. On doit se débrouiller avec une vraie boussole, un compas, il y a un vrai trésor, une vraie goélette. Ce programme débutera fin mai aux États-Unis, mais tout de suite, avant tout le monde, aucune image n'a été diffusée. Nous, on vous montre les premières. Coming this summer, the epic adventure of a lifetime. Pirates living aboard a Spanish galleon, sailing in search of buried treasure. The privilege of a captain and the drudgery of servants. Watch your back. Je vous avais dit, on se croirait au cinéma. L'autre programme qu'on a retenu s'inspire aussi du cinéma. En l'occurrence, il s'inspire de Lost in Translation, le film de Sofia Coppola. Ça s'appelle Lost in Tokyo. On lâche des candidats américains, très américains, au milieu de Tokyo. Ils doivent se débrouiller, s'adapter aux us et coutumes japonaises. Ils sont jugés par 100 Japonais intraitables. Tout de suite, des images. Tokyo. 12 inexperienced travelers are dropped in a jungle where only the strongest can survive. From now on, they are facing a culture they do not understand. They are forced to search the streets to reveal the dark secrets of Tokyo. They have to work hard in real jobs. They will get to know the strange Japanese ways. L'occasion de vérifier que pour les Américains, les Japonais sont vraiment des extraterrestres. Merci, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr et tout de suite le bloc-notes d'Éric Dussard. Baptême du feu réussi pour Christophe de Chavannes. Gros carton pour ses premiers pas en tant que comédien dans Hubert et le chien. 8,5 millions de téléspectateurs. Mais c'est super! Oui, enfin, faut pas trop se leurrer. Hein. Si ça a si bien marché, c'est surtout parce que ce téléfilm marquait le retour tant attendu à la télé de Rosie Vart, ex-Maggie. Un jeu dont elle était bien loin lundi. Cette intonation maguiesque, mais pour le reste, aucun point commun avec son personnage culte. Hein. T'es garé juste sous mes fenêtres. Eh ouais. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Une musique qu'on aurait d'ailleurs préférée à celle-ci. Un petit air dont ils étaient manifestement très fiers. Ce n'est pas qu'ils nous ont farci le crâne avec cette mélodie,
Mais presque. Elle était si chouette qu'ils l'ont mise 8 fois. C'est ridicule. Ah non, pour ce téléfilm, ça allait très bien. C'est sûr que si ça avait été dans FBI porté disparu... Si t'en vas pas! Hubert et le chien qui a dévoré le grand tournoi de l'histoire, diffusé au même moment sur France 3. 2 800 000 téléspectateurs seulement, l'émission a terminé 4e de la soirée. C'est véritablement là où... On ne comprend pas, parce qu'Hélène Papadopoulos a été comme d'hab très fun, ludique, faisant sans doute la joie des jeunes téléspectateurs. Alors, les grandes lois scolaires de Jules Ferry, 1881-1882. C'est vrai, je la trouve trop chiante. Elle, en revanche, a bien résisté au coup de massue de la concurrence lundi. Valérie Damido a encore donné de bien belles couleurs aux audiences d'M6, avec ses vannes si légères. Pèse 15 kilos à peine. 4 300 000 téléspectateurs pour D'accord, l'émission qui redaccore votre quotidien. D'accord? On est tous d'accord? D'accord. 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 Ok. 19 d'accord et comme d'hab, aucune faute d'accord côté décor. C'est pas joli ça? Bah, non. Mais bon, ça doit être la mode dernier cri. Valérie encore très calme lundi. Faudrait vraiment penser à l'envoyer en consultation chez le Dr House. Faut la soigner. Calmez-vous un peu. Alors, diagnostic, docteur? On peut rien faire pour elle. Je m'appelle Valérie. Je fais 2. Le déco. Marco ne croyait pas si bien dire mardi. Une soirée où va se passer plein de choses. Et surtout une, pas prévue du tout, un relooking extrême pour Marco, passer de ce visage à celui-ci en quelques minutes à peine. Et tout ça à cause du seul rire de cette spectatrice, pourtant tout à fait commun. Oui, c'était bien un rire, hein. Contrairement aux apparences, il ne s'agissait pas d'une reprise d'Attention mesdames et messieurs. Un rire qui forcément en a appelé d'autres. Ah oui, c'est un handicap majeur ça. Bah ça pour le déroulement de l'émission c'est certain, hein. Surtout qu'ils l'ont fait venir en plateau. Moi je vous invite au théâtre, vous venez au théâtre. On est à l'antenne. Marco est en apnée. Sous des litres d'eau, il manque sérieusement d'oxygène et impossible de remonter. En tout, 8 minutes 40 d'immersion totale et un grand inquiet devant sa télé, Bob l'éponge, qui s'est mis à craindre que Marco ne le détrône. Oh, j'espère que je serai aussi bon que ce type. Un léger aléa du direct qui aura sans doute inspiré 2 ou 3 réalisateurs de série. Maintenant, ils savent que Marco serait tout à fait crédible dans un rôle dramatique. Hans. Oui, il a pris mon cabriolet, je ne sais rien d'autre. Je ne sais pas où il a pu aller. La présidentielle et des rédactions qui ont sué encore plus que sur une machine de stretching. Pour vous offrir la meilleure info. Exemple chez Jean-Pierre Pernaut mercredi, où ils n'ont pas hésité à aller enquêter. Oui, jusque dans les salles de sport. Pour y prendre le vrai pouls des vrais électeurs. C'était pas sur France 2 qu'on aurait vu un sujet de ce genre. Ah non. Exemple dans ce salon de coiffure. Une bonne intention servie par une bonne écriture. Ici, on ne coupe pas les cheveux en 4. Pas de crépage de chignon. Oui, vraiment, des fois, devant les journaux cette semaine, on s'est demandé... Où est-ce qu'on est, là? Christine O'Krent à l'antenne dimanche dernier avec un France-Europe Express spécial présidentiel, évidemment, où elle était... Assez étrange, d'ailleurs. Et on serait plutôt cru à France Voyance Express. À 54 reprises, on avait l'impression qu'elle tentait de voir le nom du prochain chef de l'État dans sa boule de cristal. Deux offres de voyage mardi soir à la télé sur M6 Pékin Express avec Claude Sarraute. Et sur France 2, Vue du ciel avec Gepetto, dit Yann Arthus Bertrand. Deux approches légèrement différentes du voyage à la télé, parce que Yann Arthus Bertrand avec la bande-son de Pékin Express, ça ferait pas pareil. Nous sommes en Corse, sur une tour génoise. Il y a comme ça 90 tours. En même temps, c'est un peu exagéré, des bruitages, il n'y en a pas tant que ça dans Pékin Express. Par épisode, pas plus de 150. Un match des voyages remporté par Vue du ciel, arrivé deuxième de la soirée. 4,5 millions de téléspectateurs devant ce volet consacré aux océans. La vie est lente dans les abysses. On sait maintenant où il tourne Loulou la brocante. La vie est lente dans les abysses. On y économise son énergie. On vit au ralenti. On se croyait d'autant plus dans les abysses jeudi soir que Loulou avait une espèce que l'on ne trouve normalement que dans les fonds marins. L'œil vif lui aussi. On l'appelle... Le siphonophore est... surnommé aussi Carte SIM. Allô? Allô? Oui, bah justement, dans l'épisode de jeudi, ils étaient manifestement tout sauf allô. Bonne nuit. Oh, merde.
Étienne Moujotte quitte TF1, toute la profession en parle, c'est dans Plus Clair et c'est juste après la pub et le zapping. À tout de suite. Plus Clair, la suite c'est tout de suite avec le zapping. Son nom est aussi connu que celui des animateurs de la chaîne. Étienne Moujotte a été le maître d'œuvre pendant 20 ans du contenu de l'antenne de TF1, tant sur les programmes que l'information. Pas un visage en place, pas une émission qu'il n'ait validée et accompagnée. 20 années de décisions, de prise de risques, de choix parfois controversés. Toujours est-il qu'un grand pro de la télé s'en va. Analyse et réaction de la profession, Christelle Rebière et Damien Cabrespine. Au MIP TV à Cannes, mardi dernier, il y avait dans l'air un petit truc bizarre. Étienne Moujotte venait assurer sa dernière présentation en tant que directeur des programmes de TF1. L'occasion pour lui de présenter les nouvelles fictions de la chaîne. En revanche, pas question pour l'instant d'évoquer l'avenir. Sur le calendrier, c'est des choses qui sont arrêtées quand l'annonce Pauline sera arrivée. Et puis, sur le bilan, non, c'est pas très intéressant, on peut le dire. Mais en tout cas, c'est pas à moi de le faire. Il y a des gens qui le font très bien, enfin, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais bon, c'est la loi du genre. Après la mise en retrait de Patrick Lelay au profit de Nonce Paolini, on apprenait la semaine dernière celle d'Étienne Moujotte et Claude Cohen, grande prêtresse de la régie pub de TF1. Alors que la chaîne fête les 20 ans de sa privatisation, les historiques passent la main. Tout d'abord, respecter le téléspectateur. C'est-à-dire ne pas abîmer ce qu'il aime, protéger ses rendez-vous familiers, protéger les émotions qu'il doit à la Une et les services que la Une lui rend. En 1987, deux groupes se disputent TF1. D'un côté le groupe Hachette et de l'autre celui de Francis Bouygues. Ce dernier décroche le gros lot mais n'hésite pas à faire appel aux talents qu'il a repérés dans le camp adverse. Parmi eux, un certain Étienne Moujotte. Ça, c'est des grandes décisions d'industriels. C'est des qualités rares. Vous vous rendez compte que quand ils sont arrivés, ils avaient 45 ans ? C'était les plus jeunes patrons de l'audiovisuel et tout le monde le regardait, tous les autres les regardaient comme si c'était des nuls. Ils ont fait de ce groupe le premier groupe d'Europe. Un mastodonte médiatique hyper rentable économiquement et couronné de succès d'audience. L'audimat moyen affiche un insolent 32%. Chaque soir, 7,5 millions de Français scrutent les programmes de la Une. Le show continue chaque vendredi en direct sur TF1. Soyez les bienvenus! Étienne Moujotte, c'est un visionnaire. Moi, là où je suis admiratif, et je pense que c'est vraiment un grand dans ce métier, c'est d'être capable de se dire on va faire une émission politique et on va faire 8 millions de téléspectateurs, alors que beaucoup ont pensé en se disant il fait une émission politique parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est les présidentielles. Mais il savait que, ils sont l'air du temps. Donc on va tout de suite poser la première question. J'ai fait un prime avec Johnny. Il est arrivé à, 7h30, 8h moins le quart. Il a regardé les 3 premiers sujets. Ça lui plaisait pas. Et en 25 minutes, il a tout changé. Ça, c'est génial, parce qu'on n'imagine pas un patron de chaîne comme ça venir mettre les mains dans le cambouis. Ancien journaliste, il a dirigé les rédactions du Journal du Dimanche et de Télé 7 jours avant de devenir l'un des hommes les plus puissants du PAF. I'm very happy to give to you this award. Il est très content de lui remettre cet Oscar, car c'est un Oscar. And you are the first American star. Vous êtes le premier acteur américain to receive this Golden Seven, ce 7 d'or de Télé 7 jours. Voilà. And we are very happy to give you. Nous sommes très heureux. Curieux de tout, fin stratège et doté d'un flair hors du commun, cet homme peut au choix fasciner, terroriser ou agacer. Je me demande comment il fait. C'est Robocop, quoi. C'est pas un être humain. Il y a très peu de gens qui ont cette qualité comme ça, pluridisciplinaire, et à la fois un réseau pluridisciplinaire. C'est quelqu'un qu'on peut appeler. S'il bouge beaucoup, il a des rendez-vous sans arrêt, c'est normal. La position à laquelle il a accédé lui confère beaucoup de rendez-vous, je suppose. Mais en tout cas, il rappelle toujours. Et c'est ce qui est très agréable aussi chez lui. Étienne est probablement la seule personne que je connaisse qui puisse, dans la même heure, avoir en ligne le Premier ministre, Johnny Hallyday et Zinedine Zidane, et avec chacun d'entre eux, parler avec la même aisance, avec la même curiosité, avec la même passion, parce que c'est un grand professionnel journaliste très éclectique, et en plus, il aime ça. Une passion pour l'info qui se retrouvera sur l'antenne et qui se prolongera en 1994 avec la création de LCI. Avec la privatisation, fini le style Mourouzi. Place à des présentateurs plus sobres, moins rock'n'roll. Regardez,
Ça bouge à la télé, hein. Comme dirait Monsieur Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Voilà. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues. Alors... Il fallait quelque chose de plus populaire qu'il l'était, de moins culturel, de plus populaire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Jean-Pierre Pernaut. Il y a eu effectivement cette exigence de construire une légitimité extrêmement forte sur l'information. Quand, entre guillemets, la France, et je mets beaucoup de guillemets là-dedans, a un événement, un rendez-vous avec une histoire quelconque, TF1 était là. Et étonnamment, dans les autres pays, c'est souvent plus les chaînes du service public qui identifient, qui sont présents à ce type de rendez-vous. Là, TF1 a toujours réussi à être présent quand il fallait. 20 ans à la tête de la première chaîne française et pourtant rien n'était gagné d'avance. En 1987, TF1 est jugée ringarde et vieillissante. La chaîne référence à l'époque s'appelle Antenne 2. Alors pas à pas, le duo Moujotte-Lelay va développer sa grille en se concentrant principalement sur une cible, la fameuse ménagère de moins de 50 ans, car ne l'oublions pas, le principal financier de la chaîne, c'est la pub. C'est vrai que c'est sans doute les débuts du marketing à la télévision, du marketing d'antenne, c'est-à-dire vraiment regarder qui regarde la télé à quel moment et voir ce qu'on peut lui offrir. On a été les premiers à créer des correspondants régionaux, justement pour alimenter le journal de 13h, pour en faire un journal plus proche des gens et de leurs préoccupations. Mais les critiques ne vont pas tarder à arriver. Rarement les programmes d'une chaîne auront été autant scrutés, commentés, disséqués. Pas de pitié pour les croissants. La une serait populiste, arrogante, pétifiante et trop proche des pouvoirs, notamment des partis de droite. Vous pouvez pas imaginer ce que tout Paris dit comme sottise tous les soirs. À eux deux, ils ont pris pendant des années, de manière récurrente, des porte-avions dans la gueule. Ça ne l'a pas fait dévier une seconde de l'objectif qui était le succès par l'audience, et de là viendra notre légitimité. Face aux critiques, pourtant, en 1996, Étienne Moujotte partira en quête de sens. On embrasse tous les petits-enfants qui nous regardent. Et on tire la langue à tous ceux qui nous regardent pas. Il supprime les programmes jugés trop trash, notamment Perdu de vue, produit à l'époque par Pascal Brognaud. Vous allez vous retrouver. Alors, je vous laisse. Bon. Je vais vous laisser vous retrouver. Allez. Non. Attendez. Ils n'ont pas toujours été sourds à la critique, parce que malgré tout, il y a des annonceurs et qu'il faut quand même faire gaffe. Attendez, venez. C'est vrai qu'il était très, très, très vigilant sur la façon dont on pouvait écorner éventuellement l'image de la chaîne. Attendez, restez avec elle. Bien. Pour devenir la chaîne leader, Moujotte va effectuer une révolution des programmes en douceur. Des prime time prestigieux, de l'événementiel, la retransmission des plus grands événements sportifs. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Et des animateurs maison pipolisés, déclinés à outrance. Vous disiez ? Les stars de la chaîne s'invitent sur les plateaux de leurs confrères. Les animateurs ne font qu'un avec l'antenne. Au final, la vraie star, c'est TF1. Dites donc, c'est extra, mais ça arrache. Un seul but pour le directeur des programmes, rassembler les familles autour de leur poste de télé et miser sur la convivialité. Notre objectif, c'est de satisfaire le plus grand nombre de téléspectateurs. Et je pense que quand on apporte une petite parcelle de bonheur à des gens qui vivent une existence qui est souvent dure, on fait œuvre utile. Divertir, faire rêver, apporter du bonheur. Eh bien oui, c'est notre objectif à nous. Mais attention à ne pas déstabiliser le public. La plus grande révolution, ça a été le dimanche soir de passer d'un film à une série. Mais globalement, la grille, elle reste la même depuis des années. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que TF1 n'est pas une chaîne moderne. Et en même temps, on a l'impression de connaître ses programmes depuis toujours. Un Joséphine Ange Gardien, vous le retrouverez toujours le lundi depuis des années. Donc le téléspectateur a ses habitudes, je dirais, de consommation du média. Après, la chaîne intègre des nouveautés au compte-gouttes et attend, je dirais, que la mayonnaise prenne pour ajouter d'autres programmes par la suite. Et si ces nouveaux programmes ne fonctionnent pas, c'est direct à la trappe. Le marché publicitaire dicte sa loi dans les étages de la tour. Si certains concepts sont de cuisants échecs d'audience, producteurs et animateurs savent à quoi s'en tenir. Quand j'ai fait Coucou, ils avaient déjà préparé un paquet de sitcoms à diffuser dans les quelques jours si jamais ça partait en quenouille. Et je sais que quand j'ai fait Ciel Montmardi, ils avaient déjà préparé Colombo au cas où ça marche pas.
Mais bon, ils sont comme ça. Et eux, à part les audiences où ils étaient complètement barjots avec ça, lui aussi, ils m'ont laissé très libre de faire ce que je voulais quand même à Cyril. Alors on les regarde, et puis quand on les a regardés, on s'empresse de les oublier parce qu'on ne peut pas travailler qu'avec des cons. Enfin, c'est un bon guide. Ils suivent le client, mais ils suivent le fournisseur. C'est-à-dire, ils suivent bien le téléspectateur, mais le producteur, ils le suivent très très bien. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est 1 heure après, il faut être dans les bureaux et dire attention, pourquoi ci, pourquoi ça. Ils sont en alerte permanente, quoi. Mais je ne crois pas que dans ce métier, on puisse avoir le poste qu'ils ont sans être cynique. Ce sont des gens particuliers quand même. Hein. Ce sont des gens qui peuvent vous marcher sur la tête à un moment donné et vous embrasser quelques mois ou années plus tard. Côté divertissement, TF1 mise dans un premier temps sur les paillettes. Étienne Moujotte installe Jean-Pierre Foucault tous les mercredis soirs pendant 7 ans avec Sacrée Soirée. Et il n'hésite pas à recruter Michel Drucker pour Star 90. Mais tout finit par lasser. Désormais, place au classement, au recyclage et aux variétés teintées de voyeurisme. Mais je suis trop mal, je ne peux plus rien faire. Je vais t'aider à le faire. En 2001, alors que la tornade Love Story secoue le paf, Patrick Lelay déclare dans Le Monde vouloir faire obstacle à l'intrusion en France de la télé-poubelle. Pourtant, la télé-réalité fera son apparition sur TF1. La chaîne signe un contrat avec Endemol. Et 5 ans plus tard, Loana devient superstar de Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La nouveauté est toujours plus simple pour un challenger que pour un leader. Parce qu'un leader doit à la fois maintenir son audience, tout en, évidemment, cherchant à l'augmenter. Donc je pense qu'au final, ça faisait tellement peur à l'époque que TF1 s'est probablement dit il y a une prise de risque qui est trop compliquée pour un leader. Il ne s'agit pas d'être les premiers, il s'agit d'être là quand il faut. Et je pense que la force d'Étienne, c'est d'être là quand il faut. L'autre point fort des programmes, la fiction. Au début des années 90, Étienne Moujotte installe ses héros récurrents. J'ai merdé, patron. J'ai pas su la protéger. On va les retrouver, ces assassins. Puis mise sur les fictions de prestige. Invente la série estivale. Et s'adapte au nouveau mode de consommation du téléspectateur Zapper en privilégiant désormais le format 52 minutes. Dès maintenant. Mais les héros ne sont pas morts. Navarro vient de fêter ses 18 ans, Julie Lescaut 15 ans et Joséphine 10 ans. Il a toujours été exigeant. Il s'est jamais dit l'audimat est magnifique, en avant on les met dans la boîte, c'est pas vrai. Il était exigeant et je sais pas ce que ça va devenir après lui, il y aura sûrement quelqu'un d'intéressant, mais bon. L'après-Moujotte s'installe progressivement, mais pour l'instant, aucun nom ne sort vraiment du lot. Plusieurs dirigeants en place sont sur les rangs, mais pas un n'est aussi éclectique que Moujotte. Je pense qu'il faut 5 personnes pour faire un Moujotte, moi. Donc, Pour l'instant, aucun équivalent du binôme Lelay-Moujotte n'a été annoncé. TF1 envisage plutôt des responsables pour chaque domaine. Et la collaboration Moujotte-Paolini semblait à terme impossible. Ils se sont jamais vraiment beaucoup appréciés. Et je crois que Nonce Paolini veut rebattre les cartes à sa manière. Il s'appuiera sur l'expérience d'Étienne Moujotte encore quelques temps, mais c'est un peu normal que nouveau roi, nouveau gouvernement. Là, c'est l'enjeu de l'après-Moujotte. Faire en sorte que le changement de management à la tête des programmes et à la tête globale de la chaîne n'engendre pas une perte de part d'audience. Donc c'est extrêmement important pour le groupe Bouygues et pour le groupe TF1 de le faire en douceur, de le faire avec Moujotte, mais de le faire. À un moment donné, il faut bien s'y atteler. Parmi les grands chantiers de TF1, les nouvelles technologies. Réticent à l'arrivée de la TNT, le groupe doit aujourd'hui se diversifier. Roberto Surleo, ex-Énergie, rejoint prochainement le groupe pour lancer une nouvelle radio. TF1 aimerait grignoter quelques chaînes à l'international. Et très vite, le groupe espère devenir un incontournable sur le net. Internet, c'est le nerf de la guerre. Alors pour l'instant, on m'a pas dit fais-nous du programme, mais si on me demande, j'en ferai avec plaisir. Étienne Moujotte restera pendant quelques mois consultant auprès de Nonce Paolini. Il prépare actuellement avec lui la grille de rentrée. Dans le même temps, il dispensera ses conseils en communication via une société en cours de constitution. Une page se tourne à TF1. C'est curieux qu'il faille attendre que les gens s'en aillent pour que l'on reconnaisse enfin les qualités. C'est étrange, non ? Voilà, c'est la fin de Plus Clair. Demain, dimanche, vous serez plusieurs millions à suivre la soirée électorale sur les chaînes de télévision et à la radio. La semaine prochaine, nous vous proposerons une édition spéciale de Plus Clair. Nous vous emmènerons derrière les écrans, en coulisses, pour vous montrer tout ce que vous n'aurez pas pu voir et entendre. Dans un instant, l'Hebdo Cinéma. Salut et très bon week-end.